Bonjour à tous, voici la partie 2 des résumés de Détective Conan. Chose promise, chose due, on va s'attaquer au volume 11 à 20 et vous allez voir qu'on en apprend encore plus sur l'organisation. Si vous voulez voir la suite, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus. Si on atteint les 30, je ferai une partie 3, car ça demande quand même un boulot énorme. On commence tout de suite avec le volume 11. Côté gadget, on a l'apparition du haut-parleur qui peut être collé sur le détective endormi à disposition de Conan, ce qui lui permet d'être libre de ses mouvements. Un autre élément important de ce volume est l'apparition de Eri Kisaki, la femme de Kogoro, que leur fille, Ran, devait rencontrer dans le café royal où va se dérouler un meurtre. Et oui, on n'est jamais tranquille quand on est dans ce manga. On apprend qu'elle a 37 ans et que c'est une avocate de profession. L'affaire qui a eu lieu dans ce café montre sa grande capacité de déduction, son autorité, son intelligence et sa logique, ce qui opère un décalage amusant avec son mari. Conan avoue qu'il en avait peur car il entraînait Ran dans ses bêtises lorsqu'ils étaient enfants, ce qui lui valait de se faire gronder par Eri. Au terme de l'enquête, et pendant une balade dans la rue, Ran tente de la convaincre de revenir vivre avec elle et son père. Ellie indique qu'elle est partie depuis 10 ans pour les raisons suivantes, le tabagisme de Kogoro, son alcoolisme et son attitude volage. Malgré tout, elle semble toujours amoureuse de lui et conserve son alliance, même si ce dernier semble ne pas louper une occasion de la décevoir. Dans le volume 12, Conan, Ran et Kogoro se rendent à l'inauguration d'un jeu vidéo basé sur ce dernier, au sein de la société Mantendo. Conan croise la route d'un homme immense, s'habillant comme les hommes en noir. Ce dernier récupère une mallette aux armoires de la société Mantendo à l'accueil. Alors qu'il prend une canette de jus de tomate pour Kogoro, notre héros assiste à une conversation téléphonique de l'homme géant. Il fait bien partie de l'organisation des hommes en noir et a pour nom de code Tequila. Il informe au téléphone Vodka que l'échange s'est bien passé et lui demande d'en informer aussi Jin. Tequila est censé les rejoindre dans un lieu de rendez-vous inconnu l'après-midi. Par une ruse, Conan parvient à dissimuler sous sa chaussure un micro et un localisateur. Mais malheureusement, Tequila meurt dans une explosion en ouvrant la mallette alors qu'il se cachait aux toilettes pour vérifier son contenu. Conan résout l'enquête concernant cette explosion qui est sans lien avec l'organisation des hommes en noir et interroge Hideaki Nakajima, l'un des suspects de l'enquête, qui avait échangé sa valise avec Tequila. Mais ce dernier indique ne rien savoir de l'organisation, mais qu'il rencontrait cependant toujours ses membres dans un café nommé Cocktail, tout en haut de la tour Beka. On tient donc le nom du lieu de rendez-vous. Conan n'a pas le temps d'arriver que le café Cocktail explose sous ses yeux. Il apprend cependant plus tard la nature de l'échange entre Hideaki Nakamura et les hommes en noir. Une liste des meilleurs programmeurs d'ordinateurs du monde que M. Nakajima avait engagé contre une forte somme d'argent. Dans le volume 13, Eiji Hattori, le détective de l'Ouest, découvre la véritable identité de Conan Edogawa. Alors qu'il l'endort à la fin du volume 12 afin de résoudre une nouvelle affaire, il semble qu'un coup porté sur la tête de Eiji par un Kogoro-boli, agacé par sa théorie, le réveille. Cela permet à Hattori d'observer Conan utiliser son nœud papillon et de reconnaître dans sa déduction son grand rival, Shinichi Kudo. Ce dernier lui explique la vérité autour de l'organisation l'ayant rétréci et il devient son allié dans sa lutte. Dans le tome 14, on passe rapidement sur l'apparition de Kazumi Sanada, un magicien qui apparaîtra quelquefois en tant que personnage secondaire. Ran a de nouveau des doutes sur l'identité de Conan. Elle lui enlève ses lunettes alors qu'il s'est assoupi et trouve qu'il lui rappelle quelque chose. Conan se réveille et Ran lui demande pourquoi il garde ses lunettes. Il indique que c'est normal car il ne voit pas bien et se sent plus à l'aise en les portant en permanence. Ran se plonge alors dans un album photo où elle se rend compte que Conan, sans lunettes, ressemble comme 2 gouttes d'eau à Shinichi. Ses doutes grandissent quand elle fait attention aux agissements du petit garçon au cours d'une énième affaire. Après l'enquête, Ran prétend sur le chemin du retour avoir oublié d'acheter le repas du soir et conduit Conan devant le manoir de Shinichi. Elle lui dévoile s'être rendu compte qu'il trompait son monde, mais ce dernier dément, ce à quoi elle explique avoir remarqué que son talent pour les énigmes, sa vivacité d'esprit et sa nullité en musique sont identiques à Shinichi. Quand Conan lui dit qu'il n'est qu'un enfant, Lan touche du doigt la vérité en supposant qu'il a pu boire une potion de Agasa l'ayant fait rajeunir. Conan ne se démonte pas et l'invite à fournir une preuve,
ce à quoi elle répond en lui retirant ses lunettes et le confrontant finalement à sa ressemblance physique. C'est alors que la mère de Shinichi, Yukiko Kudo, apparaît afin de dégoupiller la situation. Lorsque l'âne lui soumet les colliers en espérant qu'elle reconnaisse Shinichi, cette dernière feint de reconnaître le petit Konan Edogawa. Elle lui explique être une parente éloignée de la famille du professeur Agasa. Je vous rappelle que Konan est censé être le neveu du professeur Agasa, et quand l'âne lui demande s'il ne trouve pas qu'il ressemble à Shinichi, Yukiko répond simplement que Konan a l'air plus intelligent que son fils. Cependant, Ran n'y croit toujours pas. Pour expliquer ses similitudes avec Shinichi, Yukiko explique que Konan a été influencé par Shinichi qu'il voyait souvent, ce qui finit enfin par convaincre de nouveau Ran que Konan Edogawa et Shinichi Kudo sont deux personnes différentes. En fin de volume, on notera l'apparition du téléphone portable en forme de boucle d'oreille comme nouveau gadget. On passe directement au volume 16. Dans ce volume, c'est l'apparition de l'insaisissable Kid, qui ressemble à Shinichi avec des cheveux plus ébouriffés. C'est un talentueux magicien cambrioleur que Konan estime beaucoup pour ses capacités intellectuelles et qu'il rencontrera à plusieurs reprises, jouant un jeu du chat et de la souris avec lui. Dans le tome 17, Eri Kisaki et Kogoro Mori sont cette fois réunis le temps d'une nouvelle enquête policière. Et oui, encore une, et de façon fortuite. Ce qui nous intéresse, c'est que Kogoro va retrouver l'alliance de sa femme pourtant perdue dans le sable de la station balnéaire où ils étaient respectivement censés se reposer. Il prétend qu'elle était juste à côté de son parasol, mais il est fortement sous-entendu qu'il a recherché longuement la bague de sa femme. Ellie est attendrie par ce geste, mais son mari gâche tout en draguant devant elle des jeunes filles de façon éhontée. Cependant, l'avocate repart en voiture avec le sourire, la bague au doigt. On passe au volume 18, et sachez que c'est le plus important de ce résumé. Une nouvelle élève fait son apparition dans la classe de Konan. Il s'agit de Ai Aibara, qui va tout de suite se placer à côté du jeune détective. Elle apparaît sous les traits d'une écolière métisse que les garçons trouvent jolie, mais froide. Ayumi tente de sympathiser avec elle et lui demande son adresse pour la raccompagner après l'école. Elle réside au numéro 22, 2e arrondissement, à Beka. C'est à côté du manoir de Shinichi. La bande des petits détectives va inviter Ai à les suivre durant une enquête impliquant une femme en noir, ce qui attise l'intérêt de Konan. Cependant, cette femme est sans lien avec l'organisation, mais pendant l'enquête, Ai brille par son intelligence et sa capacité à manier un revolver. Après sa réprimande par l'inspecteur Maigret, Aibara s'effondre en larmes comme un bébé et Konan finit par penser qu'elle n'est qu'une enfant comme une autre, jusqu'à ce qu'elle lui révèle le nom du poison l'ayant fait rajeunir. Apotoxine APTX 4869. Ai explique ensuite à Konan l'avoir créé sur ordre de l'organisation des Hommes en Noir. Celui-ci est totalement incrédule. Ai continue son explication. On apprend que le programme d'autodestruction des cellules était le fruit du hasard, et que le poison a parfois pour effet non désiré de rajeunir toutes les cellules, sauf celles du cerveau, du squelette au système pileux. Elle termine en lui faisant part de son nom de code, Chéri. Konan finit par réaliser que Aibara réside en fait chez le professeur Agasa, mais ce dernier rassure Shinichi. Il abrite la fillette et précise que c'est lui qui a trouvé le faux nom de Chéri en s'inspirant de détectives célèbres. Mais Konan s'en fiche, et il veut savoir ce que fait Chéri chez lui. Ce qu'elle explique. Agasa l'a sauvée alors qu'elle s'était évanouie devant le manoir de Shinichi en tentant d'échapper à l'organisation des Hommes en Noir. Aibara poursuit son discours. L'organisation des Hommes en Noir a envoyé 2 fois des enquêteurs chez Shinichi car il était le seul dont on n'avait pas retrouvé le corps après ingurgitation du poison supposé mortel. Shelly était présente lors de l'inspection de sa maison et la quantité de poussière présente sur les lieux les a fait supposer que Shinichi Kudo était bien mort. Lors de la seconde inspection, 1 mois plus tard, l'organisation est confortée dans l'idée que Shinichi Kudo est bien mort. Mais Chéri remarque dans sa penderie qu'il manque ses vêtements d'enfant, pourtant présents lors de la précédente inspection. Elle décide de ne pas en faire part à ses supérieurs. Elle précise qu'elle a souhaité par la suite laisser Konan en vie afin de l'étudier, qu'elle a bien inscrit son décès dans les données de l'organisation, mais qu'elle les a aussi trahis. Sa sœur a en effet été tuée par ses coéquipiers, qui n'ont jamais expliqué à Shelly la raison de son assassinat. En guise de protestation, elle cesse ses recherches sur le poison mortel et se fait rapidement mettre en cellule le temps que l'on décide de son sort. Elle ingurgite une capsule d'APTX et s'enfuit en espérant pouvoir se faire aider de Shinichi. Konan est révolté.
Mais Shelly lui explique ne pas avoir voulu fabriquer des médicaments pour tuer. Agatha argue que Shelly pourrait trouver un antidote, mais elle ne se souvient pas par cœur de la composition du poison. Et de plus, l'organisation a fait brûler son ancien laboratoire, mais aussi tous les lieux liés à l'organisation qu'elle connaissait. Une crainte surgit. L'utilisation de l'APTX par les membres de l'organisation des Hommes en Noir pourrait leur indiquer que Shinichi et Shelly sont en vie, s'ils se rendent compte que le poison peut faire rajeunir sa victime au lieu de la tuer parfois. Conan finit par se montrer conciliant avec la situation et Agatha suggère de prévenir les parents de Sherry. Cependant, ils sont morts peu après sa naissance dans un accident de voiture. Et vous vous en doutez, eux aussi travaillaient pour l'organisation. Sa seule famille était sa sœur, qu'elle voyait peu et qui menait une vie normale au Japon, de façon relative car surveillée par l'organisation. Shelly avait été envoyée de son côté étudier aux États-Unis. Sa sœur avait fini par trouver un travail dans l'organisation afin d'en libérer Shelly. Shelly indique que sa sœur avait envoyé des photos de ses voyages sur 2-3 disquettes qu'elle lui a retournées car les trouvant sans intérêt. Par inadvertance, il semble qu'elle ait aussi renvoyé une disquette contenant les données pour la composition du poison de l'organisation. Quand sa sœur est morte, l'organisation a vidé et vendu son appartement, mais il reste possible que la personne ayant mis les photos de sa sœur sur disquette en dispose aujourd'hui. Son professeur Masami Hirota à l'université de Tokyo. Agatha contacte Masami Hirota en se présentant comme un ami de la sœur de Shelly, qui se nommait Akemi Miyano. Le professeur indique avoir reçu les disquettes, mais que l'une d'entre elles comporte une étrange erreur, sûrement celle dont les données sont protégées, car contenant la composition de l'APTX. Le trio part récupérer la disquette chez le professeur, tandis que le nom de Akemi Miyano rappelle quelque chose à Conan. Mais arrivé sur place, le professeur a été assassiné et une nouvelle enquête commence. On se rend compte que Vodka avait tenté de contacter Masami Hirota en lui laissant un message sur son répondeur téléphonique, en se faisant passer pour un représentant de compagnie d'assurance. Cette dernière pense qu'ils doivent paniquer à l'idée de ne pas pouvoir effacer ce message vocal, ce qui fait supposer à Conan que les hommes en noir ne doivent pas être loin. En fin de volume, on voit un flashback dans lequel Shelly parle avec sa sœur Akemi Miyano. On se rend compte qu'il s'agit de la femme assassinée lors du volume 2, et qu'elle avait emprunté le nom de son professeur en se faisant appeler elle aussi Masami Hirota. Elle avait évoqué à Sherry le petit Conan Edogawa, très adulte pour son âge, et qu'elle avait rencontré chez Kogoro Muri. Dans le début du volume 19, et au terme de l'enquête sur l'assassinat du professeur Masami Hirota, Ai fond en larmes devant les capacités de déduction de Conan et lui demande pourquoi il n'a pas pu sauver sa sœur. Conan fait alors le lien entre la jeune femme assassinée et Aibala. Une semaine plus tard, le trio récupère la disquette. Cependant, Jin a pris ses précautions et les données sont effacées dès que Ai tente de la lire sur ordinateur. Le volume 19 est aussi l'occasion de rencontrer Kazuha Toyama, l'ami d'enfance de Eiji. Son père est inspecteur principal et travaille avec le père de Eiji. Ils sont amis d'enfance et ont une relation identique à celle de Shinichi et Lan. Finalement, dans le volume 20, il n'y a rien de particulier, juste une apparition de Kid l'insaisissable qui va aider Conan au cours d'une enquête. Et voilà, c'est fini pour ce nouveau résumé des aventures de Conan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu et laissez-moi votre avis en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt!